Je m'appelle Barbara Romagnan, je suis ancienne députée et ancienne socialiste. Et en 2016, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir faire un rapport de mission d'information parlementaire sur la faisabilité technique et financière du démantèlement des installations nucléaires en tant que membre de la Commission du développement durable. Vous étiez rapporteur en fait de la... Voilà, j'étais rapporteur de cette commission. On va peut-être se tutoyer. Donc, comme vous êtes familier. Tu étais rapporteur de cette mission d'information. De cette mission d'information, et elle était présidée par... Julien Aubert, ouais, le spécialiste énergie de... Je ne sais plus comment il s'appelle, de la droite. Ouais. De la droite, les Républicains. Et vous avez auditionné, j'ai vu ça dans le rapport, plus de 70 personnes en fait, sur la question du démantèlement. C'est une question qui est au cœur en fait, de la campagne qui est aujourd'hui conduite par la France Insoumise de sortie progressive du nucléaire civil et militaire, et de la votation citoyenne qui va être organisée entre le 11 et le 18 mars partout en France, par voie électronique mais également physique, et qui est organisée avec d'autres partenaires qui ne se limitent pas donc, à la France Insoumise. Donc d'abord merci, et puis peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est une question qui est abordée régulièrement quand on parle de nucléaire, mais on ne sait pas très bien à quoi on se réfère quand on parle de démantèlement. Et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant dans le rapport, c'est que vous commencez par là et vous expliquez que finalement c'est une définition relativement large et qui ne correspond pas au même périmètre, aux mêmes réalités partout dans le monde. Mais même en France, c'est même une définition qui est assez floue, parce qu'en fait, les opérateurs, notamment EDF, visent à obtenir le déclassement des installations. Donc ça, c'est une procédure administrative, mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a ce qu'on appelle un retour à l'herbe. Un retour à l'herbe, c'est une façon de dire on peut réutiliser le site qui était utilisé par une installation nucléaire pour faire n'importe quelle activité. J'imagine que ça veut connoter que, par exemple, on pourrait faire de l'agriculture, donc ce qui serait une façon de dire, voilà, ce site est totalement dépollué. Je lisais, en fait, parce que dans votre rapport, il y a une sorte de synthèse des auditions et puis des recommandations à la fin, mais il y a aussi une sorte de, non pas de contre-rapport, mais de position en biais du président de la mission, qui justement met le doigt sur ce que vous venez de dire, sur ce que tu viens de dire en fait, sur la question du retour à l'herbe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on s'imagine quand on parle de démantèlement, enfin quand on n'est pas spécialiste, de se dire qu'au fond, à un moment donné, tout ça va disparaître, en tout cas va être traité, les déchets vont être stockés, et qu'à un moment donné, on retrouvera ces terrains pour en faire autre chose, à vrai dire, mais dans le bilan que vous dressez des auditions, ce qu'on voit, c'est qu'à aucun moment, en fait, EDF ne se pose la question du retour à l'herbe, comme vous dites, dans la mission, comme tu dis, comme le rapport dit, en fait, et que ça a des implications extrêmement importantes de ne pas se fixer comme objectif, alors que normalement, ça devrait être ça l'objectif, le retour à l'herbe, en fait. Alors, dans les implications, il y a évidemment la question du coût, parce qu'on sait que donc, les becquerels, c'est la façon de mesurer le taux de pollution, disons, et qu'en fait, c'est les derniers qui sont les plus difficiles à enlever et aussi les plus coûteux. Mais ça n'a rien d'étonnant qu'ils ne se posent pas cette question, parce qu'en fait, d'abord, on ne les y force pas tellement. Et puis, moi, j'aime bien toujours rappeler ça quand même, c'est que EDF, aujourd'hui, n'a jamais démantelé aucune centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, EDF ne peut pas se targuer d'avoir démantelé une seule de ces centrales. Parce qu'il y a deux parcs. Il y a un parc ancien, on dit le premier parc, qui est un parc de 9 réacteurs ou installations nucléaires, où il y a 6 réacteurs qu'on dit des réacteurs UNGG, donc qui fonctionnent au graphite gaz, sur lesquels je reviendrai volontiers tout à l'heure. Il y a la centrale de Brennilis, en Bretagne, qui était normalement le modèle de ce que voulait montrer EDF en matière de savoir-faire de démantèlement d'installations nucléaires. Or, Brennilis, c'est une installation toute petite, c'est 70 MW. Après, les plus petites, c'est 350 MW. Et aujourd'hui, la plupart des réacteurs font 900 MW ou 1350 MW. Donc, cette petite centrale, qui fonctionnait à eau lourde, devait être une espèce de vitrine pour EDF. Et après 18 ans d'exploitation et encore en dents de scie, un arrêt
47 ans plus tard, cette centrale n'est toujours pas démantelée. Définitivement. Démontée. Et puis, on n'arrive même pas à savoir combien est-ce que ça a coûté jusque-là. C'est-à-dire que EDF, si on revient sur ça aussi, sur la question du coût, refuse de répondre à cette question. Donc, il y a Brennilis, il y a Superphénix, qui, comme Sergio, tu le sais particulièrement bien, a été arrêté en 1997. Et en fait, on sait toujours... 18, le décret. Le décret a été... C'était l'accord de majorité avec Lionel Jospin et les écologistes. Et ça pose beaucoup de difficultés parce que le sodium à l'état liquide, quand il est au contact de l'air, il peut exploser, et de l'eau, il peut prendre feu, ou l'inverse, pardon, sans doute l'inverse. Donc, Brennilis, Superphénix, Showa, qui est celui pour lequel apparemment ça se passe le mieux, c'est un réacteur à eau pressurisée, c'est-à-dire comme les réacteurs qui sont aujourd'hui en fonctionnement, qui est arrêté, mais qui a la particularité d'être un peu enfoui, comme dans une espèce de grotte. Et je crois qu'il prévoit de finir de le démanteler d'ici 2030, quelque chose comme ça, mais quand même pour un coût qui est supérieur. Donc ça, c'est 3 des réacteurs. Et puis les 6 autres, les UNGG, donc les graphites gaz, dont la fin du démantèlement était prévue initialement pour 2041, a été reportée par EDF, de son propre chef, à 2106, c'est-à-dire le 22e siècle, comme le disait ironiquement le président de l'ASN, de l'Agence de sûreté nucléaire, alors même, et c'est vraiment particulièrement choquant, que 19 ans auparavant, je crois, la centrale de Fort Saint-Vrain aux États-Unis, qui est la centrale qui est la plus comparable à nos graphites gaz, avait été démantelée, que EDF a mené des études supplémentaires pendant près de 15 ans, que cette stratégie de démantèlement avait été validée par l'Agence de sûreté nucléaire. EDF informe que, en fait, non, ce sera reporté à 2100. Donc ça pose vraiment des questions éthiques qui sont considérables. Et puis en plus, on se dit, d'accord, pour ce vieux parc, c'est des technologies qui sont différentes, anciennes, etc. Donc on comprend les difficultés. Il n'en reste pas moins que EDF n'a jamais démantelé le moindre réacteur réellement et jusqu'au bout, donc encore moins jusqu'à l'herbe. Mais c'est dû à quoi en fait? Parce que ce qui est paradoxal, c'est que par ailleurs, la règle en France, c'est le démantèlement immédiat. En fait, on n'attend pas 1 ou 7 ans avant de commencer à démanteler. Comment tu expliques qu'à aucun moment, sur aucun des réacteurs, parce qu'il y a plusieurs réacteurs à l'arrêt, et depuis longtemps, on ne parle pas en plus là des 58 réacteurs à eau pressurisée, oui. Voilà, et puis du nucléaire militaire non plus. Non, voilà. On n'en parle pas dans le rapport. Vous n'en parlez pas, et puis ça ne dépendait pas d'EDF. Comment ça se fait qu'EDF, en fait, soit incapable, au regard de ce que tu viens d'évoquer, de démanteler dans des délais raisonnables? Est-ce qu'il y a de la mauvaise grâce de sa part? Est-ce qu'il y a une forme de difficulté technique? En fait, c'est une filière qui n'existe pas vraiment parce qu'on ne s'est jamais posé la question du démantèlement et qu'EDF en fait se projette avec un nucléaire ad vitam aeternam. Comment ça se fait que malgré des décisions politiques prises, tu faisais référence à l'accord de gouvernement entre les Verts et le PS au moment de la gauche plurielle et l'arrêt de Superphénix qui avait été obtenu par l'entrée de Dominique Voynet au gouvernement. Avant même, en fait, Jospin s'était engagé dans la campagne. Comment ça se fait que le pouvoir politique est incapable de faire respecter ses décisions auprès d'une entreprise où, grosso modo, on a l'impression que la loi est faite ailleurs que dans les instances représentatives? Mais je pense que le pouvoir politique ne fait pas son travail. Et que pendant très longtemps, mais y compris comme citoyen, alors il y en avait de plus éclairés que d'autres, notamment chez les écologistes, mais on a toujours expliqué, et toujours, y compris, même en 81, etc., le choix nucléaire n'a jamais été discuté. Et donc, on s'est mis derrière le fait que c'était complexe, et donc on a laissé ça à des gens qui étaient censés savoir faire. Qui ont la passion du nucléaire. Et par ailleurs, je pense qu'un des autres problèmes qui a déjà été soulevé par plein de gens, c'est que les ingénieurs nucléaires, pour beaucoup, ceux qui travaillent dans ces industries-là aussi, sont aussi dans les hauts corps de l'État. Et que du coup, je pense qu'il y a une idéologie qui fait qu'ils ne remettent absolument pas en cause cette technologie. Ensuite, je pense que, en fait, quand on a commencé à construire des centrales, on ne s'est jamais posé la question de leur fin. Et ça, c'est vraiment un problème extrêmement grave auquel on est confronté, en particulier pour les centrales de l'ancien parc dont on parlait. Et ça, c'est une partie de la difficulté. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des technologies qui sont différentes.
Ensuite, on ne s'est jamais posé la question de comment est-ce qu'on allait les démanteler. Ça pose des problèmes matériels concrets très simples. C'est-à-dire que sur le plan technique, sans doute que toutes les opérations à faire pour démanteler une centrale sont maîtrisées ou pourraient être faites par plein d'ouvriers. Enfin, EDF a des ingénieurs de très grande qualité, des ouvriers, etc. Enfin, sauf que d'une, il faut le faire dans un milieu radioactif. Et que même si on a fabriqué des robots pour pouvoir le faire, comme les centrales elles-mêmes n'ont pas été faites pour être démantelées, encore faut-il que les robots puissent rentrer dans ces murs pour pouvoir faire du découpage, etc. Et puis je pense qu'ils refusent de concevoir une fin, ils ne veulent pas dépenser de l'argent pour ça. Et je pense qu'il y a vraiment ce refus de concevoir la fin. Voilà. Il y a un point qui est très intéressant en fait, et qu'on a voulu mettre en exergue dans la campagne, c'est le focus que le rapport fait sur l'importance prise par la sous-traitance, et ce dès le départ en fait. Parce que tu parles des ingénieurs d'EDF et tout ça, mais aujourd'hui 80% de la maintenance est le fait des sous-traitants, d'entreprises sous-traitances avec ces 3 degrés en fait de sous-traitance qui est accepté, enfin qu'on maîtrise pas très bien d'ailleurs. Et on se dit que le démantèlement sans sous-traitance, ça n'a pas non plus de possibilité d'exister en fait, et que ça rend aussi le démantèlement plus difficile. Alors, nous, on n'a pas beaucoup axé sur la sous-traitance, c'est un sujet très très important que Denis Baupin traite très très bien dans son rapport précédent. Avec Brotte. Exactement. Mais nous, on n'a pas obtenu non plus tout à fait les mêmes choses, c'est-à-dire sur la proportion de sous-traitants. 20, 30, 50. Oui, pas tout à fait les mêmes choses. Mais c'est un peu double, c'est beaucoup. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes déjà pour la sûreté, la sécurité et les conditions de travail justement de ces gens qui sont en situation de sous-traitance. Évidemment de qualité et de contrôle du travail, parce qu'ils peuvent être très bons, mais bon, quand on part d'un site à l'autre, c'est d'autant plus paradoxal que EDF revendique le fait de procéder elle-même à ce démantèlement, parce qu'il y aurait une connaissance de l'histoire, du site, du lieu, etc. Des spécificités. Et ça, c'est vrai. Je pense que c'est un bon argument. Enfin, sauf que si le démantèlement est traité par d'autres et par largement aussi, des travailleurs intérimaires, etc., cet avantage-là est quand même relatif. Un peu à relativiser. Oui. Et puis sur la question de la technicité, c'est pour ça que je distinguais tout à l'heure les 2 parcs. J'ai parlé beaucoup du premier, du parc ancien. Je ne veux pas être de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le parc ancien, dont on peut comprendre plus facilement que EDF peine à le démanteler. Il y a aussi le parc, enfin il n'est pas si nouveau que ça, puisque une des justifications du rapport de cette mission d'information parlementaire, c'était justement le fait que 80% des réacteurs à eau pressurisée arrivaient à la fin de leur durée d'exploitation initialement prévue, c'est-à-dire 40 ans. En gros, c'est maintenant. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc ils ne sont quand même pas si neufs que ça, mais c'est quand même des technologies, à la fois c'est sensiblement la même sur tous ces 58 réacteurs, donc sans doute davantage maîtrisés, etc. C'est le projet de grand carénage en fait, quand même Alors, donc normalement, il devrait être démantelé. Normalement. Mais voilà. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup critiqué le fait que rien n'ait été démantelé dans le premier parc, et je continue à penser que c'est un problème. Évidemment, on ne peut pas tirer de ça le fait qu'ils ne sauront pas démanteler le nouveau parc, parce que ça n'est pas la même technologie. En tout cas, là, c'est pas la même que les anciennes, et là, elle est homogène. Donc, on peut penser que du coup, ils peuvent avoir une expérience, des économies d'échelle. Nous étions parlementaires ensemble au moment du vote sur la loi de transition énergétique qui fixait en fait un objectif de baisse de la production, de part du nucléaire dans la production d'électricité qui était de 50%. Enfin, donc passer de 75 à 50%. Oui, depuis 15 ans en fait, c'est un objectif qui est affiché et à chaque fois qu'il y a des majorités de gauche, c'est sur ces points-là qu'on se met d'accord. Le gouvernement de Philippe et avec Nicolas Hulot ont décidé de s'affranchir en disant en effet que le calendrier qui avait été fixé semblait irréalisable. Pour autant, on n'a toujours pas de calendrier, donc c'est ce qui fait craindre, à juste titre, qu'au fond, rien ne sera jamais démantelé. Alors je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 positions possibles, justement sur cette question du démantèlement. D'abord, on peut crier tout ce qu'on veut
au scandale du non-respect à la fois des engagements pris dans la campagne, y compris par Emmanuel Macron, du non-respect de la loi de transition énergétique. Donc c'est quand même un peu un déni démocratique, mais ça n'incombe pas qu'à Emmanuel Macron, et sûrement pas d'ailleurs, et au nouveau gouvernement, puisque c'est le gouvernement précédent qui n'a pas pris ses responsabilités. Mais le fait de ne pas avoir tenté de construire un nouveau calendrier, ça relève un peu de sa responsabilité. Alors je termine sur ça, c'est ce qu'on va voir bientôt. C'est-à-dire, autant que je sache, la nouvelle PPE n'est pas encore sortie, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc on peut dire que c'est un scandale pour toutes ces raisons, et puis parce qu'il y a des enjeux environnementaux, de sécurité, etc., qui sont majeurs. Moi, je pense, mais ça se discute, que maintenant, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on peut crier, ça ne va rien changer à ce qu'ils vont faire. En revanche, je pense qu'il faut les prendre au mot. Et si on peut dire, voilà, ceux qui étaient avant n'ont pas fait ce qu'il fallait, donc du coup, on a pris du retard, soit on dit, maintenant, il faut mettre les bouchées triples, soit on dit, soit, mais alors maintenant, y compris pour leur calendrier, il faut que dans la PPE qui doit sortir dans les 3-4 mois qui viennent, le tiers de réacteurs qui seront les premiers à être fermés et à démanteler doivent apparaître dans la PPE. Ça, c'est maintenant. Même si on retient leur calendrier. Donc voilà, je pense que c'est plutôt sur ça qu'il faut les encourager, les motiver, et puis pointer le fait qu'ils le fassent ou pas. Parce qu'encore une fois, même en retardant le calendrier, même si on peut dire, soit ce n'est plus possible de faire ce qu'on avait dit, même pour l'objectif fixé par Nicolas Hulot, il faut que dans la PPE, il soit prévu quels sont les entre 17 et 20 réacteurs qui vont être arrêtés et fermés et démantelés. Ce qui est assez affolant quand on lit le rapport, c'est la sous-évaluation des coûts du démantèlement par EDF. Alors moi, ce qui m'a surpris, moi je connais pas grand-chose, je connaissais pas grand-chose en tout cas déjà à l'industrie nucléaire avant, et la vérité c'est que personne ne sait combien ça va coûter. Pour plein de raisons, parce que d'abord c'est difficile d'accéder aux informations. Ils les donnent difficilement. Ça on pourra en reparler en effet. C'est difficile d'accéder aux informations, y compris quand on y accède. C'est vrai que ça demande une expertise pas évidente, puis par ailleurs on ne peut absolument pas savoir, puisque à chaque fois qu'il s'est passé des choses dans le nucléaire, il n'y a pas un seul coût qui a été respecté, et en général, à minima, ça s'est multiplié par 2, par 3 au minimum. Donc on peut s'attendre à ce que ça coûte plus cher que prévu, mais de toute façon, on ne peut pas vraiment. Donc moi, je ne sais pas combien ça coûte, et cette mission ne nous permet pas de savoir. En revanche, on a quand même le coût et l'évaluation du coût, enfin les évaluations proposées par EDF sont les plus basses. En revanche, ce qu'on peut faire, oui, mais à la limite, ce n'est pas parce qu'EDF propose les plus basses que ça veut dire qu'on peut en déduire que c'est faux. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est comparer à partir de ce qu'eux disent déjà aux autres pays. Ça ne suffit pas, mais c'est en effet les évaluations les plus basses de l'OCDE. Alors, EDF argumente en disant qu'eux, ils en ont 58. On a un parc énorme, c'est le deuxième parc. Un effet d'échelle, en fait. Qu'il pourrait y avoir un effet d'échelle, une forme d'expertise, etc. Alors, certes, sauf que personne n'est capable d'évaluer de combien serait cet effet d'échelle. Il faut qu'il soit important au regard des chiffres qu'avance EDF. Ensuite, les autres pays auxquels on peut un peu comparer, l'Allemagne, les États-Unis par exemple, eux ont fait des démantèlements. Donc on peut penser qu'ils sont allés un peu au-delà de leurs évaluations. Ils ont vu combien est-ce que ça coûtait vraiment. Et puis EDF, il y a un certain nombre de coûts qu'ils n'intègrent pas, tout simplement. Alors des choses qu'on peut trouver un peu anecdotiques, mais par exemple les taxes et les assurances, ils ne les comptaient pas, alors que Areva, par exemple, et le CEA les intègrent et les payent. Alors depuis, le gouvernement a décidé de la diminuer de moitié ou de la supprimer, je ne me souviens plus. Ensuite, je reviens sur mes notes pour ne pas en rater la moitié, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas comptées. L'évacuation des combustibles usagés, par exemple, pour eux, ça ne fait pas partie du démantèlement, parce qu'ils considèrent qu'avec le retraitement, finalement, ils vont s'en resservir, sauf que concrètement, ils s'en resservent peu. Je passe sur la dangerosité. Et il y a même, mais bon, ça je le dis dans la vidéo, mais on pourrait me l'infirmer, sur ce que j'en sais et que des gens m'ont raconté, mais pas en mission d'information, enfin des experts qui sont sur site, qui disaient de toute façon, ça ne sert à rien de retraiter cet uranium, ça nous coûte beaucoup plus cher que d'en acheter directement du propre parce qu'il coûte moins cher. La remise en état des sols n'est pas prévue. C'est ce dont on parlait tout à l'heure sur la question de... Est-ce qu'on pense qu'ils serviront ad vitam aeternam à faire du nucléaire. Et puis, il y a autre chose qui pose problème à mon sens, c'est... C'est un peu idiot d'ailleurs, parce qu'on pourrait penser ça, mais sauf qu'on sait que désormais les nouveaux réacteurs sont plus puissants, donc qu'il y a une part... Donc même en conservant la même part, on aurait besoin de moins de réacteurs. Une diminution de la consommation... Oui, puis c'est quand même un déni de démocratie. Il y a quand même une loi qui a été votée, donc ils ne peuvent pas décider comme ça tout seuls qu'ils vont continuer à faire des réacteurs, alors qu'on a voté l'inverse dans la loi. Quoi qu'on pense,
par ailleurs. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais je pense que ça c'est quelque chose d'important. L'enjeu du démantèlement, ce n'est pas un débat de pour ou contre le nucléaire. Même si les gens voulaient, au mépris de la loi, poursuivre le nucléaire, il faut démanteler. Quand elles sont dans cet état-là, il faut à un moment être capable de les démanteler. Et donc, parmi les choses qui ne sont pas prises en compte, en tout cas qui laissent penser qu'ils ont une présentation extrêmement avantageuse des comptes, il y a 2 autres choses qui me paraissent importantes. C'est le taux d'actualisation qu'ils ont retenu, qui est le plus important, le plus élevé d'Europe, qui est en gros le taux d'intérêt qui est appliqué aux provisions. Donc, déjà, ils estiment le coût du démantèlement le moins cher de tout le monde. Ils sous-estiment l'inflation aussi. Sans doute. Et le taux d'actualisation leur est très avantageux. Et puis, initialement, la façon qu'ils ont d'évaluer les coûts est basée sur la méthode Dampierre 2009, donc, qui est du nom d'une centrale nucléaire. En gros, ils ont évalué le coût du démantèlement de cette centrale et ils l'ont multiplié par 58. Ça veut dire qu'on n'a pas l'évaluation du coût de chaque centrale, réacteur par réacteur. Or, ils ont des histoires différentes et ça pourrait changer. Et puis, comme vous l'avez noté, c'est Dampierre 2009. Et 2009, c'est avant Fukushima. Et après Fukushima, il y a eu des directives en matière de sécurité et de sûreté, évidemment, qui augmentaient les coûts. Et moi, quand j'ai demandé énormément de fois, par écrit, à l'oral, en insistant auprès de M. Granger, qui est le responsable à EDF du démantèlement des centrales nucléaires, combien ça coûtait en plus. Alors d'abord, il a commencé par ne pas répondre, peut-être de bonne foi, parce que vous savez, souvent on pose plusieurs questions à la fois, et donc celui qui répond peut, volontairement ou non, ne pas répondre à certaines questions. Après, j'ai reposé la question, je l'ai posée par écrit à plusieurs reprises, et donc il a fini par me dire que ce coût avait été pris en compte. Donc je lui ai demandé de combien était ce coût. Il m'a dit que c'était un coût marginal. Je lui ai demandé, pourrait-on avoir le montant du coût marginal. Le montant du coût marginal. Il m'a dit que oui, que ces textes existaient ou ces études existaient. Je n'ai jamais pu les avoir. Voilà. Et donc ce problème de la méthode Dampierre 2009 pose 2 problèmes, à mon sens. À la fois la non-estimation ou sous-estimation, en tout cas on ne peut pas le savoir, des surcoûts liés à la question de la sécurité. Et puis aussi la non-prise en compte de l'historique de chacune des centrales. Donc voilà, dès le départ, il me semble qu'il y a un problème. Mais tout ça, ne dit pas combien ça coûtera en vrai, parce que je pense que ça, personne ne peut le savoir, mais en tout cas, ça démontre, à mon sens, que de toute façon, ce coût est sous-évalué. Alors peut-être que c'est de peu, mais j'avoue que le fait que EDF ait tant de mal à répondre à ces questions qui, normalement, ne sont pas trop compliquées, n'incite pas à une grande confiance envers cet opérateur. En France, normalement, il est prévu que l'entreprise paye le démantèlement, en fait. Oui. Donc, en sous-évaluant, ça met aussi une forme de pression sur l'État qui ne souhaite pas nécessairement mettre la main à la poche. Et ça voudrait dire, en fait, que si on voulait vraiment accélérer et respecter les engagements qui ont été pris, notamment par la représentation nationale, comme lors du vote de la loi de transition énergétique, il faudrait que l'État abonde, en fait, ou participe. Sinon, on n'y arrivera pas, puisque c'est très sous-évalué. Et donc, ce serait pour ça que du coup, il dirait oui, ça peut en être une. Alors, EDF mise c'est aussi un moyen de faire pression sur l'État en disant, si vous voulez vraiment qu'on applique, qu'on respecte... il doit y avoir quelque chose. Voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi cette idéologie de la puissance nucléaire, etc., et cette incapacité à penser une forme de fin. Et puis, il y a trop, sans doute, d'intérêt en jeu pour qu'on accepte de les mettre en cause. EDF estime aussi, en fait, je me suis rendu compte que EDF basait y compris ses calculs et sa stratégie sur l'idée, le grand carénage dont tu parlais tout à l'heure, qu'en fait, les centrales allaient être prolongées. Et y compris, ils misent sur ce qu'ils appellent des espèces d'économies d'échelle, y compris dans le démantèlement. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, quand il y a un réacteur qu'on démantèlera, il y en aura un autre en fonctionnement. Et donc, du coup, on pourra faire des économies d'échelle parce qu'un certain nombre de fonctions pourront servir pour les deux à la fois. Alors, soit, peut-être que ça fonctionne, je ne sais pas dans quelle proportion, sauf que ça marche pour le premier réacteur. Ils sont souvent par 2 ou par 4, mais une fois qu'on en a démantelé un, pour que cette idée fonctionne, ça voudrait dire qu'il faudrait en reconstruire un en même temps qu'on en démantèle un autre. Et ça, c'est vraiment un problème et quelque chose d'assez caractéristique de cette industrie, et en particulier d'EDF aussi, je pense, c'est en fait le fait qu'ils décident tout seuls
Et quand je dis ça, c'est pas pour dire... Un peu en vase clos, tu n'as pas l'impression, parce que quand même, je veux dire, à part la Chine, aujourd'hui, on ne construit plus de réacteurs, la part de l'énergie nucléaire diminue. Tant mieux. La consommation d'électricité diminue aussi, même en France. Même selon RTE. Ouais, même en France. Et d'ailleurs, on pousse d'ailleurs à faire en sorte que ça diminue avec des travaux d'isolement, des pratiques responsables et des appareils moins consommateurs. Ce qui est frappant dans le rapport, c'est que ça illustre, pas tous les rapports d'ailleurs, mais nombre de rapports sur le nucléaire, ça illustre parfaitement en fait cette idée d'une sorte de caste un peu coupé de tout, en fait. Ça, c'est assez largement documenté sur le fait qu'y compris, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui y sont viennent des mêmes endroits, occupent les cabinets ministériels, comme aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, donc le Premier ministre, qui est un ancien lobbyiste d'Areva, ça ne n'empêche pas de pouvoir remettre en cause. Enfin bon, c'est sûr que c'est pas tellement rassurant. D'anciens responsables des entreprises du nucléaire remettre en cause la filière. En effet, à part Bernard Laponche, on ne voit pas. De même qu'apparemment est auditionné, je crois, dans pas longtemps, on va être proposé pour être présidente comment on dit, le comité du débat public ? Non, la commission du débat public. Une femme pleine de valeur dont j'ai oublié le nom. L'ancienne sénatrice de Paris pour l'UDI. Chantal Joanneau, qui est pro-nucléaire, connue et reconnue. Pro-nucléaire, c'est comme ça qu'elle se définit. Voilà. C'est quand même un peu antinomique quand même dans la présentation qu'elle fait d'elle-même. Oui, donc voilà, tout ça n'est vraiment pas rassurant, mais y compris là, on parle des questions économiques, etc., mais avec quand même... Nicolas Hulot n'a jamais eu une position très offensive sur le nucléaire, on le sait, c'est pas lui faire... Insulte. Oui, il était concentré sur d'autres choses. Il était concentré sur d'autres choses. Et non seulement il a jamais eu une position offensive, mais ce que l'on voit et ce que l'on sait quand on s'intéresse un peu à ces questions, c'est que on sort en fait des déclarations d'intention, des bonnes pratiques et de la pédagogie auprès de l'opinion publique. Là, on s'attaque vraiment au dur. En fait, c'est quand même un État dans l'État. On le voit bien dans ce que tu dis. On a l'impression toujours que le ministre de l'Environnement est une sorte non pas de pantin, mais d'une très grande faiblesse face à un tel pouvoir d'EDF dans sa relation avec l'État. Oui, mais après, bon, EDF a le pouvoir que les politiques lui laissent et qu'ils lui ont toujours laissé. Et donc, moi, ce que je trouvais aussi en fait très intéressant, c'était sur les recommandations, parce que il y a aussi des choses et notamment sur les déchets, qui sont intéressantes dans ce rapport. Vous proposez par exemple d'assouplir les règles sur ce qu'on appelle les très faibles activités, les déchets de très faibles activités. Peut-être faut-il l'expliquer, en France, tout ce qui sort d'une zone nucléaire est considéré comme un déchet radioactif. Alors, un rapport est le rapport de la rapporteure, mais aussi d'une commission. Donc c'est aussi le résultat, c'est aussi une discussion politique, etc. Voilà. Dans ce qui peut plaider pour le fait que donc un certain nombre de déchets nucléaires ne soient pas considérés comme des déchets nucléaires et donc puissent être réutilisés, il y a une espèce d'argument qu'on dirait un peu pragmatique, qui pour moi n'emporte pas le morceau, mais qui permettrait à la fois de diminuer... C'est une recommandation de la Commission, c'est pas... Voilà. Enfin oui, puis par ailleurs, il y a aussi des choses sur lesquelles moi-même, on pourra peut-être en parler, j'ai un peu évolué, je ne suis pas sûre d'en penser la même chose. En tout cas, je n'ai pas de position arrêtée sur la question des déchets à nouveau. Sur ça, par exemple, voilà, c'est un volume très très important, qui pose des problèmes de stockage, etc. On va arriver à saturation. Absolument. Et comme ça pose... La question des sites, du stockage pose problème, on le voit à Bure. Oui. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, la plupart des autres pays font ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de déchets que nous, on considère comme nucléaires parce qu'ils ont été sur un site, mais dont la nocivité serait tellement faible qu'en fait, ça n'aurait pas de sens d'aller les empiler avec les autres. Qui a le même type de règlement. Je ne sais pas, je ne savais même pas qu'il y avait l'Espagne, c'est possible. Mais en France, cette décision n'a même pas été prise pour des questions de santé. Pas initialement. On avait auditionné l'ancien président de l'ASN, qui est un manifeste pro-nucléaire convaincu, pour qui, en fait, le sujet, ce n'était pas du tout ça. Pour lui, il n'y avait aucun risque. Le problème, ce n'était pas ça. C'était que c'était une façon de limiter le bruit. C'est-à-dire que, comme des gens allaient manifester autour de ces déchets, il valait mieux tout classer en nucléaire pour qu'on soit tranquille pour le reste. C'est-à-dire pas faire du brouillage sur la ligne, etc.
Quitte à avoir un dialogue, à expliquer que tous les déchets ne sont pas de même nature, qu'ils ne sont pas tous aussi radioactifs. Bien sûr, donc que ça justifie des traitements qui peuvent être différents. Qu'il y a des traitements différenciés. Mais tout ça n'est pas imbécile, qu'on se dise il y en a qui sont vraiment très dangereux et donc qu'on doit conditionner dans des conditions qui sont différentes par rapport à d'autres qui le seraient moins. Enfin, moi, je ne trouve pas que ce soit un débat inadmissible, d'autant qu'on peut nous décider... Ce qui est drôle, c'est qu'ils préfèrent tout traiter d'un bloc comme si c'était des déchets de même nature, oui, bien sûr. que d'expliquer. Voilà. Mais un des autres arguments, c'est aussi le fait que finalement, avec tout ce qu'on importe, de fait, on a de ces matières-là parce que d'autres pays les utilisent et les ont retraitées. S'il fallait tirer 2 ou 3 leçons structurantes et qui ont changé à la fois ton regard ou qui ont façonné l'évolution d'une position, ce que tu nous disais au départ que tu n'étais pas experte, c'est pas des questions qui étaient dans ton ADN politique au départ. Qu'est-ce qui te semble le plus... Alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment extrêmement grave, c'est l'insistance d'EDF. On a surtout travaillé avec EDF parce que c'est quand même eux qui... on a auditionné évidemment Areva, aussi le CEA, etc. Mais moi, j'avoue que j'étais vraiment très très choquée de la façon dont ils ne répondent pas aux questions s'ils veulent. Et je pense que ça c'est possible parce qu'on peut les charger, mais ça c'est possible parce qu'on les a toujours laissés faire et qu'ils pensent qu'en fait, finalement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et moi, j'avoue que j'ai trouvé ça très très grave. On les a même réauditionnés à la demande des parlementaires de l'opposition de l'époque, donc de la droite, parce qu'ils trouvaient que ma présentation de rapport était un peu trop à charge vis-à-dire d'EDF, alors que moi j'avais l'impression d'être assez modérée. Donc on a réauditionné EDF. Et c'est vraiment une vidéo, une audition qui vaut la peine parce que, ils insistent, y compris devant toute la représentation nationale. C'est-à-dire que c'est pas de la commission, c'est pas juste moi, avec M. Aubert et un administrateur. Il y a un certain nombre d'informations qu'ils ne veulent jamais donner. Je pense que parfois ils mentent, par omission ou directement. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très grave et très choquant. Et très choquant parce que je pense que si ça c'est possible, c'est parce que très longtemps, de façon très large, même comme citoyens, c'est-à-dire qu'on a considéré que... Mais voilà, ils considèrent qu'au pire, il y a des gens qui sont indifférents et qu'au mieux, la plupart des gens les soutiennent. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très grave et ça m'a vraiment beaucoup choquée. Je ne pensais pas du tout que c'était à ce point. Et l'autre chose, c'est que j'avais bien en tête que, y compris pour qu'on puisse mener cette commission d'enquête, il ne fallait pas qu'on confonde le débat sur la question du démantèlement, sa faisabilité technique et financière, avec le débat pour ou contre le nucléaire. Moi, je suis contre, je le reste, mais j'avoue que j'avais du mal, y compris après ce rapport, à me dire mais comment, y compris les gens qui sont pour, peuvent continuer à l'être. Parce qu'au-delà du coût que ça représente, au-delà du fait qu'il y a des démonstrations sans arrêt, enfin, ça fait au moins 3 ans qu'il n'y a pas un mois sans un article qui paraît quelque part pour faire la démonstration d'un certain nombre de difficultés, de mensonges. Parce qu'on sait que sur la question du couvercle de l'EPR, soit c'est une incompétence grave, qui en plus, normalement, il y avait plein de barrières de pare-feu pour pouvoir repérer des malfaçons, des problèmes, etc. Donc non seulement ils n'ont pas fonctionné, mais en plus, il y a eu des mensonges volontaires. Donc, et même sans savoir tout ça, moi, j'avoue ma sidération, encore plus maintenant qu'avant, qu'on s'obstine dans cette technologie, alors même que c'est extrêmement dangereux. On le sait maintenant, avant on pouvait se cacher derrière Tchernobyl, un pays qu'on pouvait juger comme sous-développé, la Russie, extrêmement opaque, etc. Quand on voit ce qui s'est passé à Tchernobyl, d'ailleurs c'est l'anniversaire à Fukushima, c'est l'anniversaire vendredi, je sais pas, on devrait être amené quand même à être un peu plus sérieux et humble. Et puis surtout, on sait que maintenant on a plein d'autres façons de faire qui n'abîment pas la nature, qui permettent en plus de créer des emplois qui ne seront pas délocalisables, qui, quand bien même on arrêterait certaines de ces technologies, ne posent pas le problème de l'industrie nucléaire, parce que le problème de l'industrie nucléaire, c'est qu'on ne peut pas dire on arrête, juste, parce qu'après il y a tout ce qui nous reste sur les bras, la centrale, les déchets, etc. Si vous voulez décider à un moment d'arrêter l'énergie solaire ou éolienne,
bon, le retraitement des déchets, quand même, pose un petit peu moins de problèmes. Oui, qu'on peut... c'est d'autres questions. Il y a des... Non, mais il y en a d'autres. Bien sûr, mais c'est dans des proportions qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Donc, il existe d'autres technologies qui n'auront pas les inconvénients qu'on connaît, qui de plus en plus deviennent de moins en moins chères, y compris bien plus rentables que le nucléaire, et qui en plus ne présentent pas de danger pour l'environnement, pour notre santé, etc. Donc voilà, pour moi, ça a été une confirmation évidemment de quelque chose que je pensais déjà auparavant. Mais voilà, je m'étais dit, ça peut être, ces informations peuvent être des moyens d'ébranler des gens qui doutent, qui peuvent, moi je ne nie pas la qualité de la technologie qu'il y a là, la qualité du travail, des ingénieurs, des ouvriers qui y travaillent, etc. Mais voilà, utilisons-les maintenant à faire autre chose, parce que on se met la population, indépendamment même des questions financières, dans une situation de risque... une impasse totale. Oui, mais de risque extrêmement grave. Et puis pas que nous, parce que évidemment, le nucléaire, on le sait maintenant, après quelques années après Tchernobyl, que ça ne s'arrête pas à la frontière d'un État. Ce que j'ai trouvé très fort en fait, dans le rapport, qui est très très intéressant, mais ce que j'ai trouvé très fort, c'est que en fait, même quand on n'a pas de position, et j'imagine que les gens qui peuvent le lire, parce qu'il est en accès libre sur le site de l'Assemblée, vont être interpellés par cette nécessité absolue qu'il y a à mettre en place une filière du démantèlement. Et c'est d'autant plus surprenant que en fait, ça n'ait pas été fait, que c'est vraiment une filière d'avenir. Parce que qu'on soit pour ou contre, qu'on veuille continuer ou pas, le démantèlement, c'est obligatoire de le faire. Et la France aurait pu justement revendiquer quelque chose, parce que quand on est vraiment le pays du nucléaire, quand on a autant de réacteurs, j'imagine qu'avec tous les gens qui ont su construire ça, on est en mesure d'avoir des gens d'une excellente qualité pour pouvoir faire ces démantèlements. Là, c'est sûr, il y a un marché considérable. Eh bien non. Ça n'a pas été préparé. Merci Barbara Romagnan. De rien.